merci d'être là pour l'école communiste de Toulouse. Dans les discours réformistes, ils identifient, les dirigeants réformistes, des problèmes dans le fonctionnement de l'État. Ils adoptent, vous savez, des programmes qui visent à réformer ce type de problèmes, ces défauts qu'ils identifient dans le fonctionnement de l'État. Ça pourrait être, par exemple, des systèmes de vote. Par exemple, il faudrait changer le système de vote pour que tout aille mieux. Il faudrait changer la Constitution, il faudrait réformer la police, ce genre de choses. Les programmes réformistes sont truffés de ce genre d'idées. Regardez par exemple le programme de la France Insoumise, typiquement, un bon exemple à ce titre-là. C'est des programmes qui se résument seulement en fait à des ajustements à la marge. Il s'agirait de changer quelques petits éléments ici et là et tout irait mieux. Mais ils ont en commun, ces programmes, de jamais poser véritablement la question, et ces discours, de jamais véritablement poser la question de l'État et de sa nature. Ted Grant, qui est le fondateur de notre international, il disait en 1997: malgré son importance évidente, la question de l'État a été ignorée par les dirigeants du mouvement ouvrier dans les pays capitalistes avancés durant des décennies. Ce n'est pas un hasard. Effectivement, c'est normal, parce que sur le plan historique, on sort juste aujourd'hui d'une période de plusieurs décennies d'expansion du capitalisme. Les 30 Glorieuses, la chute du mur de Berlin, l'expansion des marchés vers l'ancien bloc de l'Est, et la mondialisation ces dernières décennies, et avec elle la division internationale du travail. Et sur la base de cette expansion du capitalisme, les contradictions sociales du capitalisme, inhérentes au capitalisme, les contradictions de classe, dans une certaine mesure, elles ont pu être canalisées dans de nombreux pays, notamment dans les pays capitalistes avancés. Des travailleurs ont pu accéder à une amélioration de leurs conditions de vie sur la base de réformes, sur la base de réformes qui étaient toujours, bon, bien évidemment, jamais gratuites. C'était des réformes qui étaient toujours obtenues sur la base de haute lutte du mouvement ouvrier, mais toujours est-il, il y avait cette idée qui rentrait dans les consciences qu'il y avait la possibilité pour de nombreuses personnes de pouvoir améliorer la vie, et cette conception du coup, un peu graduellement, et cette conception du coup que l'État quelque part avait, ce qui donnait du crédit à cette idée selon laquelle l'État pouvait être une institution neutre qui pouvait redistribuer, qui pouvait contribuer à ce que toute la société dans sa globalité améliore sa vie, que les nouvelles générations allaient vivre mieux, etc., que les anciennes. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, cette période historique que je viens de décrire, elle est largement révolue. Ce qu'on voit aujourd'hui, des attaques austéritaires à tous les niveaux, partout dans le monde. En France, la loi travail, par un gouvernement socialiste, celui de Hollande, la réforme chômage, la réforme des retraites, la répression brutale des mouvements ouvriers, des mouvements sociaux, la répression des gilets jaunes, du mouvement dans les quartiers populaires et banlieues suite à la mort de Naïm Merzouk, assassiné par un policier, la répression, la criminalisation du mouvement de soutien à la Palestine. Et puis, plus récemment, le refus d'admettre des résultats électoraux, comme en France, les élections législatives de 2024, où Macron a sciemment nommé un Premier ministre issu de la droite et du parti qui avait reçu le moins de suffrages. Ou plus récemment encore, l'élection en Roumanie, qui a été purement simplement annulée parce que les résultats ne convenaient pas tout simplement à la classe dirigeante roumaine. Je pourrais continuer la liste longtemps de ce genre d'exemple, et pour autant, je peux très difficilement trouver le moindre exemple d'une avancée progressiste significative dans ces mêmes pays. Ce qu'on observe, c'est que les discours et les programmes des réformistes, dont je parlais juste avant, ils s'effondrent devant une réalité simple. L'expansion du capitalisme dont je parlais tout à l'heure, elle a laissé place à une crise majeure du capitalisme dans laquelle on est plongé actuellement, et ce depuis, en gros, la crise financière de 2008. Et dans ce contexte, les capitalistes sont absolument pas prêts à concéder des réformes. Ça, il y a des millions de jeunes et de travailleurs qui le comprennent aujourd'hui. Que dans cette configuration, ils comprennent que en fait, l'État en réalité n'est pas neutre. Il n'est pas prêt à laisser une miette aux travailleurs lorsque le système capitaliste est en crise. Par contre, il est prêt à réprimer brutalement s'il y a la moindre opposition un peu forte à son système. C'est pour ces raisons, que c'est urgent que le mouvement ouvrier et ses dirigeants adoptent une conception claire et précise de l'État, de sa nature et de l'attitude à adopter vis-à-vis de lui. Alors, qu'est-ce que l'État ? Vous savez, ça fait partie de ces choses dont tout le monde a une idée plus ou moins claire, plus ou moins brumeuse, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué de définir s'il s'agit de le faire rigoureusement. En apparence, c'est un ensemble d'institutions qui garantissent le fonctionnement de la société, qui permettent, du moins c'est les idées reçues, vous savez, sur la conception de l'État, qui permettent à chacun de défendre sa voix, sa liberté d'expression, de défendre la sécurité de chacun, la propriété de chacun, etc. Mais quelles sont ces institutions ? Quel rôle elles servent ? Et puis aussi, il y a des différences d'un pays à l'autre, par exemple à la marge, dans les systèmes de vote, dans les systèmes législatifs, ce genre de choses. Mais est-ce que ces différences, sur le fonctionnement de l'État à une certaine mesure, est-ce qu'elles expriment des différences fondamentales ou non ? Parce que si on regarde,
d'un pays à l'autre, partout dans le monde, en France, mais aussi aux États-Unis, en Chine, en Argentine, etc. Systématiquement, ce qu'on observe, les intérêts des travailleurs ne sont pas représentés, ne sont pas pris en compte. Globalement, partout, c'est la même musique, de l'austérité, des attaques contre les travailleurs. Tous les gouvernements semblent s'accorder pour dire on va faire payer la crise du capitalisme à la classe ouvrière via des réformes, via des contre-réformes, via de l'austérité, du chômage, etc. La crise est présentée, la facture de la crise est présentée aux mêmes systématiquement. Et ce, malgré les élections. Vous voyez, les changements de gouvernement, les changements de gouvernement à l'Assemblée, de dominante à l'Assemblée, etc. N'y font rien, elles y changent rien, c'est une constante. Ça ne change pas d'un gouvernement à l'autre, qu'il soit d'ailleurs de droite ou de gauche. Pourtant, c'est pas quelque chose d'évident. On pourrait imaginer, par exemple, on a un système de suffrage universel, on pourrait imaginer légitimement qu'un gouvernement arriverait par les urnes et puis qu'il ferait passer d'un coup des nouvelles lois pour, pourquoi pas, encadrer les profits des capitalistes, pour par exemple les obliger à ouvrir leur livre de compte et dire, bah, là, par exemple, vous avez fait tant de profits, bah, vous devez, légalement, vous êtes obligé de réinvestir dans les augmentations de salaire, tant de pourcents pour financer les hôpitaux, l'éducation, etc. Mais ça n'existe pas. Littéralement, aujourd'hui, vous ne voyez ça nulle part. Pourquoi? La réponse, elle est simple. L'État n'est pas neutre. Dans les pays que j'ai donnés en exemple, mais j'aurais pu en citer plein d'autres, c'est des pays qui ont un point commun, c'est des pays capitalistes, des sociétés capitalistes. C'est-à-dire, c'est des sociétés de classe, dans lesquelles la production sociale, c'est-à-dire tout ce que produit la société, s'organise autour d'un rapport de classe, avec une classe dominante et une classe dominée. Dans le cas du capitalisme, la classe capitaliste, la bourgeoisie, possède les moyens de production, elle est définie par ça, et pour cette raison, elle domine économiquement la classe ouvrière, l'ensemble des travailleurs, essentiellement les salariés si vous voulez, qui eux n'ont pour eux que leur force de travail et qui donc n'ont pas le choix de travailler pour cette même bourgeoisie. Dans une société de classe, l'État, c'est un ensemble d'institutions qui vont permettre à la classe dominante, à la bourgeoisie, d'assurer sa domination. C'est ça la réalité de l'État. Sous le capitalisme, l'État bourgeois, l'État donc qu'on qualifie de bourgeois, sert à assurer la domination de la bourgeoisie sur les travailleurs. C'est ça la nature de classe de l'État. Aujourd'hui, l'État, c'est un énorme appareil. On pense aux grandes institutions publiques, aux ministères, aux tribunaux, parfois même, dans certains cas, à l'Église, ou plus généralement à l'institution religieuse, qui joue un rôle au sein de l'appareil d'État, dans certains cas, plus ou moins important. Mais l'essence de cette domination, et ça c'est très important à comprendre, l'essence de l'État, c'est ce corps détaché de la société elle-même, qui est armé, qui est prêt à réprimer physiquement toute tentative de rébellion contre l'ordre établi. Autrement dit, aujourd'hui, la police, mais aussi l'armée, les prisons, les tribunaux, etc., les commissariats, et ainsi de suite. Et ça, on s'en rappelle, ça nous est rappelé, on va dire, ça nous est rappelé à la figure assez régulièrement, comme je disais, la répression, la criminalisation des mobilisations, ici en soutien à la Palestine, les 2 dernières années. On peut penser aussi à un exemple récent qui est assez parlant et qui est tout près d'ici, la mobilisation contre l'autoroute A69. L'autoroute A69, c'est quoi? C'est un projet qui n'a pour seule vocation que de défendre les intérêts de Pierre Fabre, un géant de l'industrie pharmaceutique, pour le désenclaver de Castres, qui n'a aucun autre intérêt, qui est une catastrophe d'un point de vue environnemental, qui est de toute façon beaucoup trop cher pour que le moindre travailleur puisse l'emprunter. Le seul intérêt, c'est pour défendre les intérêts de ce géant de l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qu'on voit? Une mobilisation, bien logiquement, contre cette autoroute, et une répression brutale de la part de l'État. Des gardes à vue, des centaines de gardes à vue, des poursuites judiciaires, etc., de la part de l'État, qui ici se met très clairement au service des intérêts étroits d'un capitaliste, d'un bourgeois. Il sert à protéger les intérêts étroits de la bourgeoisie. De ce titre-là, cet exemple est très parlant. Et donc cet appareil répressif, c'est ce que Lénine, dans l'État et la Révolution, appelle des détachements spéciaux d'hommes armés. Et c'est véritablement, du coup, là que réside le cœur du pouvoir de la classe dominante. Je vais revenir sur cette idée. C'est-à-dire, en fait, la possibilité, ce pouvoir-là, c'est-à-dire la possibilité, en dernier recours, d'écraser physiquement tout ce qui risquerait de s'en prendre à la propriété de la bourgeoisie. Donc l'État, c'est un outil de domination de la bourgeoisie sur la classe ouvrière. Ça, c'est ce que je viens d'affirmer, de donner quelques exemples de ce que ça veut dire, mais je ne peux pas me contenter de l'affirmer ou même de l'observer, ni même de le montrer par un raisonnement. L'analyse marxiste, qui passe par le matérialisme dialectique d'un phénomène, elle passe par une étude approfondie du phénomène en question et du développement de ce phénomène. Il n'y a que de cette façon qu'on peut comprendre en profondeur le phénomène en question et comment agir dessus.
C'est le travail qu'a fait le grand théoricien sur la question de l'État, le grand théoricien marxiste Friedrich Engels, dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, qui est un chef-d'œuvre d'analyse marxiste, je vous recommande la lecture. Et dans ce livre, Engels, il montre que l'État, c'est pas quelque chose d'immuable, qui a toujours existé quelque part, là, au-dessus des sociétés humaines depuis leur existence. Bien au contraire, ce qu'il montre, étude anthropologique à l'appui, c'est que l'apparition de l'État, c'est en fait un phénomène relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler plutôt la préhistoire en réalité, les sociétés humaines, elles s'organisaient sans État. L'État était inexistant. Alors par État, ici, il faut comprendre, il n'y avait pas d'organes détachés, pas d'organes, d'appareils qui étaient détachés, distincts de la société, pour exercer une violence, une répression systématique sur le reste des humains, forcer une partie des humains à la soumission. Il n'y avait pas de catégorie spéciale de la population qui avait une fonction de gouverner et d'administrer la société. Il n'y avait pas le monopole des armes et de la violence, en fait, pour une partie du clan, de la tribu. C'était partagé par l'ensemble du clan. Ce qui ne veut pas dire que les sociétés, d'ailleurs, n'étaient pas organisées socialement. Simplement, cette organisation, elle reposait sur des règles, des traditions plus ou moins tacites, que essentiellement tout le monde respectait par la force de l'habitude, et puis par la force, comme je vais le dire juste maintenant, de la nécessité, en fait. C'était une époque que les marxistes qualifient de communiste primitif. Il ne s'agit pas d'idéaliser à cette époque. Elle se caractérise en fait surtout par le fait que les humains à l'époque produisaient très peu. Et en fait, essentiellement, ils recueillaient de la nature juste le nécessaire pour vivre. Donc c'était une économie essentiellement de subsistance. D'où la dénomination de communiste. C'est pas un communisme choisi parce que c'était des humains qui étaient plus fraternels, plus partageurs ou je ne sais quoi. C'était imposé par les conditions matérielles d'existence. C'est-à-dire que pour survivre, chacun devait jouer son rôle dans la société. Un rôle qui d'ailleurs était assez peu distingué socialement, selon les différentes couches de la société. Chacun devait partager le fruit de la production, c'était une question de survie, tout simplement. En particulier, dans ce contexte, la notion de propriété privée était inexistante. Mais à un certain point, notamment avec l'apparition de l'agriculture, le niveau de productivité a commencé à augmenter significativement. Et avec cette augmentation de la productivité, la possibilité pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de dégager un excédent de la production. Et dans ce contexte se pose forcément la question de ce qui est fait de cet excédent. Pour la première fois, observez que ça ouvre la voie à l'existence, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à une couche de la société qui n'aurait pas besoin de se consacrer à la production immédiate pour le clan, pour la tribu. Il y aurait une couche de la population qui pourrait théoriquement être entretenue par le reste de la population et qui pourrait s'occuper pendant ce temps de tâches administratives, par exemple, bureaucratiques au sein de la société. Donc là, j'esquisse à gros traits. Mais ça, en réalité, ça va ouvrir la voie à des bouleversements majeurs, progressifs, mais majeurs, au sein des sociétés primitives. Petit à petit, on va observer l'apparition de la monnaie, de la division du travail, de la division sociale du travail, l'oppression systématique des femmes, le patriarcat apparaît dans ce contexte, la systématisation des guerres, et avec ces guerres, des prisonniers de guerre, donc des potentiels esclaves. Et avec tout ça, la propriété privée va émerger, notamment la propriété privée des terres dans un premier temps, et avec elle la possibilité d'exploiter ces terres, d'exploiter les personnes qui travaillent dessus. Et bien sûr, tout ce processus, ça se fait pas du tout du jour au lendemain, ça c'est un processus qui s'opère sur des milliers d'années, mais qui finit par aboutir, après plusieurs milliers d'années, à l'apparition des premières cités, des premières civilisations, autour de modes de production nouveaux, autour de moins 3500 dans ces eaux-là. Et notamment va dans ce contexte apparaître un mode de production, le mode de production esclavagiste, où la société va se diviser entre des citoyens libres et des esclaves qui vont produire pour le compte des citoyens libres. Ça va être le cas, par exemple, de la Grèce antique ou encore de l'Empire romain. Et avec ces sociétés de classe dont la grande majorité de la population travaille pour une minorité, ça devient impossible de conserver les vieilles structures préétatiques. En particulier, c'est impossible de permettre à tout le monde de posséder des armes, sinon ça voudrait dire que la classe dominée, qui est largement plus nombreuse numériquement, elle pourrait écraser la classe dominante en un instant. Par exemple, dans l'Empire romain, vous avez eu plusieurs révoltes d'esclaves, dont celle, la fameuse révolte des Spartacus, qui à un moment donné a fait vaciller le pouvoir. Qui a fait vaciller véritablement l'appareil d'État. Et face à ça, la classe dirigeante, pour se maintenir, elle introduit petit à petit, donc c'est là qu'on voit le processus d'un point de vue matérialiste, elle introduit petit à petit le monopole de l'armement pour ce fameux détachement spécial d'individus, un corps armé qui donc va petit à petit se détacher du reste de la société. Et avec ce corps armé, il faut nécessairement une bureaucratie pour administrer cette armée. Donc ce corps armé plus cette bureaucratie, c'est véritablement la base, c'est ça le cœur de l'État qui va apparaître à ce moment-là, qui comme on le voit, c'est bien un produit matériel de la lutte des classes, qui est constitué par la classe dirigeante pour assurer sa domination. Et à chaque tentative à l'époque, à chaque tentative de révolte, à chaque guerre, l'État va se renforcer, va grandir justement pour pouvoir contenir tout ce qui s'oppose à lui, toutes ces contradictions.
J'ai passé un petit peu de temps pour expliquer l'émergence de l'État et les conditions matérielles de son existence, mais c'est important, je trouve, pour comprendre véritablement la nature profonde et ce qu'on entend par l'essence de l'État, c'est ce corps spécial d'hommes armés, en définitive. Alors dans les premières sociétés de classe, dans les sociétés esclavagistes, puis dans les sociétés féodales, la division de classe de la société, elle est reconnue par le droit. Par exemple, les esclaves ont un statut social qui est à peu près équivalent à celui d'un simple outil. Les serfs féodaux, sous le féodalisme, sont rattachés à la terre qu'ils doivent légalement, qu'ils sont obligés d'exploiter pour le compte de leur seigneur. C'est-à-dire que les humains ne disposaient pas des mêmes droits, du même statut social, selon leur classe. Sous le capitalisme, observez que c'est différent. En théorie, tous les humains, il y a cette idée, bien sûr, qui est attestée dans le droit, tous les humains sont libres et égaux en droit. Tout le monde a en théorie les mêmes droits, le même accès à la justice, le même accès à la propriété privée, peu importe la famille où on est né, en théorie, c'est écrit, en théorie, c'est le cas. Ce qui est différent avec les sociétés esclavagistes ou féodales, c'est une différence fondamentale, c'est que les divisions de classe ne sont pas inscrites dans le droit, elles ne sont pas reconnues par l'État, en fait, elles sont masquées. Observez, les travailleurs sous le capitalisme ne vont pas travailler pour un patron parce que sinon ils iraient en prison. Ils vont travailler pour un patron parce que l'État laisse libre à chacun de décider. Sauf que bien sûr, c'est une liberté qui est totalement factice. En fait, elle se résume pour la grande majorité de la population, qui est obligée de vendre sa force de travail parce qu'elle n'a que ça comme richesse. C'est la contrainte pour la grande majorité de la population d'aller vendre, de toute façon, d'aller travailler pour des bourgeois, d'aller travailler pour les capitalistes en échange d'un salaire. Tandis qu'une partie de la population, théoriquement, des actionnaires, des bourgeois, peuvent vivre simplement de leur rente. C'est une citation d'Anatole France qui résume cette idée sur le capitalisme, c'est que les pauvres et les riches sont également libres de dormir sous un pont. On voit bien un petit peu dans quelle mesure cette liberté, justement, sous le capitalisme, en fait, n'a pas de substance, n'a pas de base matérielle. C'est qu'en résumé, l'exploitation capitaliste, le fait de devoir travailler pour un capitaliste, c'est une obligation matérielle pour les travailleurs, même si c'est une obligation consentie. Et donc c'est objectivement que la classe capitaliste domine la classe ouvrière, donc en gros les salariés, comme je disais, économiquement. Sauf que les intérêts de ces deux classes, les travailleurs et la bourgeoisie, sont fondamentalement opposés. Le salaire qu'obtient l'une, c'est le profit que ne fera pas l'autre, et inversement. Et donc, comme dans les sociétés de classe passées, sans un outil de coercition, sans un outil répressif, sans un ensemble de lois, etc., qui garantissent la domination de la bourgeoisie, ce système ne pourrait pas tenir. Les contradictions, elles exploseraient très rapidement. Imaginez s'il n'y a pas d'appareil d'État, s'il n'y a pas un appareil coercitif, un appareil juridique qui reconnaît les propriétés privées capitalistes. Ça pourrait pas, les capitalistes pourraient pas, par exemple, attaquer les conditions de travail dans une usine, dans une entreprise. Imaginez un capitaliste, un patron qui d'un coup veut augmenter les heures de travail, veut attaquer les salaires. Mais s'il n'y a pas tout cet appareil d'État autour, les travailleurs, ils s'organisent, ils prennent le contrôle de l'entreprise et ils la font tourner pour eux-mêmes. Et le patron, il s'en débarrasse. Ça pourrait pas tenir, ça exploserait en un instant. Le simple fait que ça, ce soit pas le cas, précisément, c'est une preuve de l'existence d'un État bourgeois. Dans un pays comme la France ou l'Angleterre, par exemple, c'est le cas, l'existence de cet État bourgeois, c'est le cas depuis que la bourgeoisie s'est emparée du pouvoir politique, du pouvoir d'État donc, au moment des révolutions contre le vieil État féodal. Et aujourd'hui que le capitalisme s'est étendu à quasiment au monde entier, dans tous les pays vous avez un État bourgeois, à quelques exceptions près, avec des formes éventuellement différentes selon les États, je vais y revenir, mais partout, cette bourgeoisie elle a mis en place un appareil d'État qui garantit ses intérêts, elle a mis en place ses propres institutions et surtout, en définitive, un État qui garantit la propriété privée de la bourgeoisie. Alors maintenant, précisément, quelles sont ces différentes institutions, ces différents mécanismes qui garantissent la domination de la bourgeoisie? J'ai déjà parlé de la police, qui est l'élément probablement le plus évident, mais en fait, ça s'opère, cette domination, à beaucoup d'autres niveaux. Déjà au niveau de la justice et du droit, je vais donner quelques exemples. Vous savez, il y a le principe de soi-disant égalité devant la loi. Mais en réalité, prenez par exemple la crise de 2008, crise majeure du capitalisme, crise financière. Les banquiers et les assureurs, qui par dizaines, par centaines, sont responsables de cette crise. Seulement 1% d'entre eux ont reçu une condamnation. Pour le reste, ça a été un départ avec parachute doré, des millions de dollars pour laisser de la place. Et face à ça, est-ce que les États bourgeois se sont dit qu'il fallait nationaliser, exproprier cette bourgeoisie, cette caste de banquiers et d'assureurs, manifestement totalement incompétents à gérer correctement cet appareil financier? Bah non, ils les ont juste remplacés par d'autres, exactement issus de la même caste, tout en renflouant ces banques à coups de milliards de dollars. Tandis que, de manière totalement opposée, par contraste, en 2023, vous avez, je t'en parlais tout à l'heure, le soulèvement consécutif, notamment dans les quartiers populaires et les banlieues, un soulèvement consécutif à la mort de Naïm Merzouk, assassiné par un policier.
Et dans ce cas-là, on va avoir des procédures archi-expéditives. En une semaine, plus de 380 peines de prison qu'on peut prononcer pour des gens à peine majeurs, avec le ministre de la Justice Dupond-Moretti qui va envoyer une note au procureur qui va exiger, je cite, une justice ferme. Où est l'indépendance, vous savez, ce fameux principe d'indépendance de la justice, de séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires, c'est du vent en réalité. Le même Dupond-Moretti d'ailleurs, qui lui par contre va être relaxé en 2024 dans une affaire de prise illégale d'intérêt, alors même qu'il est reconnu, je cite, par le tribunal, en situation objective de conflit d'intérêt, mais va être relaxé pour autant. On comprend bien selon sa position sociale. Ah oui, je cite, parce qu'il n'avait pas connaissance de cette situation, vous comprenez. Selon qui on est, quel statut social on occupe, évidemment la justice n'est pas du tout impartiale, selon sa classe. On peut penser d'autres exemples, où s'opère la domination de la bourgeoisie sur les travailleurs. Les multiples cadeaux sans contrepartie de la part de l'État bourgeois aux capitalistes. En France, chaque année, plus de 150 milliards d'euros qui sont versés aux entreprises sans contrepartie, à coup de subventions, à coup de crédit impôt recherche, à coup de CICE et j'en passe. Il y a aussi le fait que le capital financier, le capital notamment des pays impérialistes, domine plus ou moins directement la politique de pays entiers, via tout un tas de mécanismes. Et dans ce cas, l'austérité est un pays, le mécanisme par exemple de la dette, vous avez le FMI qui va toquer à la porte et qui va proposer des prêts de plusieurs milliards, à condition, que ces milliards soient utilisés pour faire venir des capitaux étrangers, des capitaux impérialistes justement, et leur permettre de s'emparer de marchés sur le territoire de ces pays, et à condition bien sûr que cet argent soit remboursé rubis sur ongle avec des taux d'intérêt de 10% et plus, en imposant évidemment à condition qu'il y ait une restructuration totale de la dette, souvent comprenez par là austérité, chômage, prenez le cas de la Grèce, du Sri Lanka, de l'Argentine, des pays qui ont véritablement souffert. Et dans ces cas-là, on voit bien que l'État, la politique de l'État est totalement dictée par l'impérialisme et le capitalisme. On peut parler aussi de la corruption plus ou moins directe d'élus et de politiques. Alexis Kohler, ancien numéro 2 de l'Élysée, mis en examen pour prise illégale d'intérêt avec l'armateur MSC. McKinsey, qui a offert pendant la campagne de Macron une campagne gratuite, littéralement, qui offre gracieusement ses services. On se doute bien qu'elle attend un retour sur investissement à un moment donné, etc., etc. Je pourrais continuer ces exemples-là encore longtemps. Mais quand on regarde un peu plus près, vous comprenez l'idée, on est en fait très 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 loin d'un État neutre, d'une démocratie ou démocratie ou pas, comme dans l'exemple de la France. L'État, c'est bel et bien un instrument de la domination de la bourgeoisie. Bon, là, ce que je viens d'évoquer, c'est des exemples français, mais on peut trouver des nuances assez proches dans de nombreux autres pays qui, comme la France, sont des démocraties bourgeoises. Je vais expliquer un petit peu plus loin, mais je vais revenir un peu sur ce cas, mais je voudrais d'abord évoquer d'autres formes de l'État bourgeois. Parce que la nature, quelle que soit la nature que l'État soit bourgeois, enfin, peu importe que l'État soit bourgeois, il peut exercer son pouvoir de différentes manières. Mais ça ne change pas fondamentalement sa nature. Sa nature de classe. L'État bourgeois peut exercer son pouvoir de différentes manières. Mais en fait, les capitalistes, ils choisissent pas leur façon de dominer le prolétariat comme on choisit une paire de chaussures. La forme politique donc de l'État, elle est d'abord imposée par l'état des rapports de force entre les classes et aussi l'ampleur de la crise du capitalisme. Par exemple, vous allez avoir au début du XXe siècle des régimes fascistes en Allemagne, en Italie, en Espagne. Vous voyez tous, je pense, quelles sont les caractéristiques fondamentales du régime fasciste, mais ce n'est pas le lieu de les rappeler ici. Mais par contre, quelles ont été les conditions pour permettre à des tels régimes d'exister ? Tout d'abord, un état avancé de la crise du capitalisme. Des situations, dans ces contextes, des situations révolutionnaires, des organisations et des mouvements ouvriers massifs qui organisent des centaines de millions d'adhérents dans des syndiqués, voire des millions. Et face à ça, en réaction à ça, la bourgeoisie qui va organiser, qui va financer des organisations de masse, de ce qu'on appelle en termes marxistes la petite bourgeoisie, donc des petits propriétaires, des intellectuels, des paysans, des commerçants, des étudiants, qui sont ruinés, qui sont rendus enragés par la crise, qui sont touchés très durement par la crise, et qui vont être enragés, qui vont être organisés dans des grandes organisations, des organisations de masse, par des leaders démagogiques à la Hitler ou Mussolini, financés par des grands capitalistes, des grands bourgeois. Et donc ces dizaines de petits bourgeois, des dizaines de milliers de petits bourgeois qui sont financés par les grands capitalistes, ils vont être utilisés pour détruire physiquement, dans ce contexte du fascisme, des organisations ouvrières, des syndicats, etc. C'est-à-dire détruire tout potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière. Or, ces fascistes, ils ont fini par arriver au pouvoir et prendre à la bourgeoisie, d'une certaine manière, le pouvoir politique. Mais est-ce que ça veut dire que est-ce que ça signifie la fin de la domination de la bourgeoisie ?
Eh bien, en réalité, pas du tout. La bourgeoisie continuait d'exploiter les travailleurs suivant le mécanisme que j'expliquais tout à l'heure, avec en plus la certitude que toute opposition ou mobilisation de la part des travailleurs serait immédiatement matée et écrasée par les fascistes, par la botte du fascisme. Ceci dit, il faut comprendre que, encore une fois, la bourgeoisie, elle a recours au fascisme pas par choix. Elle est obligée de renoncer pour pouvoir, quand elle a recours au fascisme, elle est obligée de renoncer au pouvoir politique pour une période historique. C'est ce qui s'est passé justement dans les années 20 et 30. C'est les conditions qui l'ont imposé. Les marxistes comprennent que les phénomènes, ils n'existent pas simplement suivant la bonne volonté de tel ou tel individu, mais il faut que les conditions de leur apparition soient réunies. Je pourrais parler aussi d'un autre type de régime bourgeois, le régime bonapartiste, je ne vais pas avoir le temps d'expliquer ici, mais l'important ici à retenir, c'est que la nature de classe de l'État bourgeois ne détermine pas nécessairement quelle forme va prendre la domination, mais par contre n'enlève rien au fait que cette domination est exercée de manière tout aussi certaine. Bon alors, si les capitalistes, comme je l'ai dit, ne peuvent pas choisir leur régime à l'envi, il y en a quand même un qui préfère. Et ça, c'est la République démocratique bourgeoise. Qu'est-ce que ça veut dire la République démocratique bourgeoise? Il y a quelques caractéristiques essentielles. Le suffrage universel, la liberté d'expression, la liberté de syndicat pour les ouvriers de s'organiser, le droit de grève, de manifestation. Tous ces droits-là étant, on s'entend évidemment, encadrés. Bien sûr, ils sont tous ces droits très démocratiques. Ils servent à cacher la véritable nature de classe de l'État, mais ils s'arrêtent bien évidemment aux portes du pouvoir et de la propriété privée capitaliste. Je vous renvoie là encore à la répression brutale des mouvements sociaux, à la pression sur des opposants politiques, comme on voit actuellement Rima Hassan ou Anas Kizib accusés d'apologie du terrorisme, à intimidation de journalistes, comme on avait le journaliste Ariel Lavrieux qui s'était retrouvé 39 heures en garde à vue pour des révélations sur l'industrie de la défense française, etc., etc. C'est des mots, en fait, et puis il y a aussi le fait que, tout bonnement, ces libertés-là, elles sont entravées par la réalité matérielle sous le capitalisme. Par exemple, prenez la liberté d'expression, c'est très bien sur le papier, c'est très beau, mais en pratique, de toute façon, l'immense majorité des travailleurs n'ont pas vraiment accès aux canaux de communication qui sont possédés par les capitalistes. Donc pour les capitalistes, s'ils ne veulent pas donner la parole aux travailleurs, de toute façon, il leur suffit de ne pas le faire, ce qu'ils d'ailleurs ne font pas en général. Vous voyez qu'en fait, les conditions, sans des conditions matérielles qui permettent d'exercer une véritable démocratie, en fait, cette démocratie, elle est très vite rendue caduque. Ceci dit, c'est vrai que ces droits et ces libertés, contrairement au cas du fascisme, contrairement, comme je disais, aux sociétés de classe passées, eh bien, ces droits et ces libertés, elles existent sur le papier. Et ça, c'est ce qui permet à la bourgeoisie d'entretenir cet épais écran de fumée entre les travailleurs et la réelle nature de classe de l'État capitaliste. Ce qui permet d'entretenir cette illusion de neutralité de l'État capitaliste. En quelque sorte, cette domination, comme je disais, elle s'opère de manière plus subtile, mais non moins sûrement. Parce que aussi, d'ailleurs, on peut le dire, l'idéologie dominante, elle passe pas que par ce que j'ai cité là, mais elle passe aussi par tout un tas d'autres choses, la culture, le cinéma, l'école, l'éducation, la publicité, la religion dans certains cas, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on dit, que je disais tout à l'heure, que la démocratie bourgeoise, c'est la forme préférée, la forme d'État préférée des capitalistes. C'est ce qui leur permet de dominer tout aussi sûrement, mais de façon aussi plus stable, sans avoir à exercer la violence de l'État de manière quotidienne, de manière systématique, seulement avoir à le faire de manière occasionnelle. Et donc là, on pourrait se dire, il n'y a pas de violence systématique, mais malgré ça, il n'y a pas de mobilisation de masse en permanence. Comment ça se fait alors que, comme je disais, il y a une austérité, il y a des attaques permanentes de contre-réformes répétées contre les travailleurs, et en même temps, en plus, les travailleurs ont le droit de s'organiser. Ils ont le droit de s'organiser en syndicats, en partis, etc. Donc comment ça se fait que cette situation-là n'explose pas, alors qu'il n'y a pas la violence de l'État qui est exercée tous les jours? Et c'est parce qu'un pilier essentiel de la démocratie bourgeoise, précisément, c'est la faiblesse des directions du mouvement ouvrier, les partis et les syndicats réformistes. Ceux-ci qui adoptent un programme de conciliation avec l'État bourgeois, précisément, qui vont totalement canaliser et taire la nature de classe de l'État et ce que ça signifie réellement. Je vous renvoie là encore aux déclarations des réformistes suite à la condamnation, par exemple, de Marine Le Pen sur l'indépendance de la justice, etc., par exemple. De ce point de vue, objectivement, on peut dire que ces dirigeants du mouvement ouvrier, c'est les meilleurs alliés des capitalistes, parce que quelque part, ils prétendent défendre les intérêts des travailleurs, tout en n'étant pas prêts du tout à organiser sérieusement la lutte. Donc quelque part, ils prennent à l'ensemble des travailleurs le flambeau de la lutte, prétendent le prendre pour eux et pouvoir dire nous allons vous défendre, nous allons défendre vos intérêts, tout en finalement le rendant tout aussi vite
à la bourgeoisie, auxquels ils sont exercés, auxquels ils sont dont ils sont soumis aux pressions quotidiennement, etc. Parce qu'effectivement, les directions de ces partis et de ces syndicats réformistes, de par leur position sociale, elles se retrouvent constamment exposées à des pressions, à des corruptions plus ou moins directes ou indirectes. Et petit à petit, en fait, elles se détachent des travailleurs qu'elles sont censées représenter, et elles se perdent aussi d'illusions dans leur propre capacité, dans leur capacité elles-mêmes à pouvoir jouer un rôle important au Parlement, etc. Et en fait, elles se rendent elles-mêmes, elles deviennent totalement impuissantes à jouer le moindre rôle que ce soit en réalité, si ce n'est un rôle néfaste. Ceci dit, la démocratie bourgeoise, une fois qu'on a dit ça, c'est aussi le meilleur cadre pour lutter contre le capitalisme, parce que ça permet justement l'organisation des travailleurs, ça permet de formuler des revendications, ça permet d'avoir des candidats qui représentent les travailleurs aux élections, et de cette façon, les travailleurs, la classe ouvrière, va expérimenter par elle-même différents moyens de lutte, gagner en expérience, en méfiance aussi saine à l'égard de ses dirigeants, va expérimenter les trahisons de ses dirigeants, et de cette manière, à travers cette expérience, elle va développer une conscience de classe et aller vers, toujours aller vers une possibilité supérieure, à un moment donné, d'une mobilisation et d'une conception claire de la nature de l'État, et d'une mobilisation qui pourrait devenir révolutionnaire. On peut se dire aussi que dans le cadre d'une démocratie parlementaire, intuitivement, on pourrait se dire que, et c'est ce qu'on entend souvent d'ailleurs, le suffrage universel pourrait permettre aux travailleurs de présenter des candidats et d'emporter des élections. Et donc, d'une certaine manière, de s'emparer de l'État bourgeois de cette façon. Est-ce que dans ce cas-là, on n'aurait pas, dans cette situation, un État d'une nouvelle nature, un État qui changerait de nature de classe, qui, cette fois-ci, imposerait non plus la domination de la bourgeoisie sur les travailleurs, mais celle des travailleurs sur la bourgeoisie? Eh bien, il y a donc une élection par les urnes. Eh bien, en réalité, non. Déjà, première chose, c'est qu'il y a énormément d'obstacles matériels qui font que structurellement, de toute façon, l'immense majorité des travailleurs exploités sont exclus purement et simplement de la vie politique. Donc pour la participation aux décisions d'un parti, même arriver à la tête d'un parti, n'en parlons pas, c'est une infime minorité d'entre eux qui peut y parvenir. Et donc sous le capitalisme, c'est quasiment nécessairement des représentants de la bourgeoisie qui peuvent arriver à diriger l'État précisément et appliquer le programme de la bourgeoisie, y compris quand cette bourgeoisie représente l'aile gauche de la bourgeoisie, les droites du réformisme, si vous voulez. C'est pour ça que Lénine, dans l'État et la Révolution, disait on autorise les opprimés à décider périodiquement, pour un certain nombre d'années, quel sera, parmi les représentants de la classe des oppresseurs, on comprend bien ce que ça veut dire, celui qui représentera et les représentera et les foulera au pied au Parlement. C'est ça, vous savez, c'est cette fameuse alternance gauche-droite qui était un pilier de la démocratie bourgeoise, de la politique bourgeoise ces dernières décennies en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc., qui était vraiment un pilier parce que ça entretenait précisément cette illusion, ça avait ce rôle-là, qui est d'ailleurs en train de totalement voler en éclats sous l'impact de la crise du capitalisme. Ça, je pense que vous en avez tous conscience. Ceci dit, quand bien même un parti réformiste de gauche, donc un parti qui porte pour le coup un programme véritablement progressiste, c'est-à-dire sur la base, on pourrait dire, radicale réformiste, avec des augmentations de salaire, des réductions de travail, eh bien en réalité, même dans ce cas-là, l'État ne changerait pas de nature pour autant. Pourquoi? C'est-à-dire que, une fois au pouvoir, ces réformistes-là, quand ils arrivent au pouvoir, pas accidentellement, on s'entend, parce que comme j'ai dit, il y a énormément de garde-fous qui font que c'est véritablement une anomalie du point de vue du capitalisme que ça arrive. Mais toujours est-il, une fois au pouvoir, ces réformistes, ils tentent d'appliquer leur programme, mais parce qu'ils sont réformistes, sans toucher à la propriété capitaliste. C'est-à-dire, ils tentent d'utiliser l'appareil d'État bourgeois pour eux-mêmes. Sauf que l'État bourgeois, comme j'ai dit, il n'est pas neutre. Comme je l'ai expliqué, c'est un outil de la domination de la bourgeoisie sur le prolétariat, et ça, c'est déterminé avant tout par le rapport économique, comme je vais le rappeler juste après. Ça ne peut pas se retourner contre la bourgeoisie, juste sur la base d'une élection. Aujourd'hui, par exemple, l'État moderne s'est doté d'un immense appareil répressif et bureaucratique qui a fait que se renforcer au fil du temps. Ce pouvoir, il a fait que se renforcer depuis Marx en 1852, qui déjà qualifiait ce pouvoir en analysant les révolutions en France. Mais il a fait que se renforcer depuis. N'importe qui est allé en manif a vu à quel point les policiers modernes sont déguisés en véritables machines de guerre. On parle de millions de policiers, de militaires, d'élus au Sénat, à l'Assemblée, des hauts fonctionnaires, dans les ministères, dans les cabinets, dans les institutions, dans les instituts publics, des juges, dans les conseils d'État, le Conseil constitutionnel, et ainsi de suite. Ça va bien au-delà du simple gouvernement. Et toutes ces personnes, vous observez, que je viens de citer, elles sont formées dans les mêmes écoles, elles évoluent dans les mêmes cercles que la bourgeoisie. Elles sont soumises en permanence
à une corruption directe, plus ou moins directe ou indirecte, à une collusion véritable, et en définitive partage totalement les intérêts de cette bourgeoisie. Ce qui veut dire que l'appareil d'État, il ne se résume pas à qui est à la tête du gouvernement. C'est une machine bien plus large, énorme, qui est totalement fondue avec les intérêts de la bourgeoisie. Ce qui veut dire que si un réformiste de gauche, sur la base d'un programme un peu plus radical, devenait président, ce qui, encore une fois, ce serait accidentel du point de vue du capitalisme d'abord, mais même dans ce cas-là, mettons demain Mélenchon président, l'appareil d'État, lui, il va continuer de fonctionner pour la bourgeoisie. Il ne va pas se mettre à travailler pour ce nouveau président juste comme ça. Et ça, on le sait. C'est pas quelque chose d'arbitraire. Il y a énormément d'égard, enfin il y a énormément, non, il y en a une poignée en réalité, d'exemples dans l'histoire. Mais on peut penser à l'exemple de Salvador Allende au Chili, qui arrive au pouvoir par les urnes en 1971, sur la base d'un programme progressiste, qu'il a voulu mettre en œuvre via un programme de réforme par le Parlement, par en fait les canaux de l'État bourgeois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est heurté à une résistance en règle de l'ensemble de l'appareil d'État précisément, de la part des juges, de la part des militaires, avant d'être tout simplement renversé par un coup d'État précisément bourgeois, fomenté au sein de cet appareil d'État bourgeois, et puis assassiné par un coup d'État donc bourgeois qui a continué, qui a repris l'appareil d'État et qui a gouverné ensuite avec la dictature sanguinaire, archi-brutale de Pinochet. La conclusion, c'est que c'est impossible pour les travailleurs de prendre la machine d'État bourgeoise toute prête et de la faire fonctionner pour eux-mêmes. C'est voué à l'échec, parce que l'État bourgeois obéit, en définitive, si vous voulez, à la bourgeoisie. D'où l'impasse des politiques réformistes, d'où le fait que cette conception erronée de l'État, comme je viens de donner l'exemple de Allende, j'aurais pu parler aussi de, par exemple, Hugo Chavez au Venezuela, qui a dû faire face très rapidement à un coup d'État organisé par la bourgeoisie également. D'où le fait qu'une politique erronée, une conception erronée de la part de l'État, sur l'État de la part des dirigeants du mouvement ouvrier, risque à un moment donné d'aboutir à un désastre. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle aboutit Marx en 1852, suite aux événements révolutionnaires en France. Là encore, il ne s'agit pas d'appliquer un modèle plaqué sur la réalité, mais c'est le contraire, c'est les conclusions qui sont tirées de la réalité. Il faut détruire l'État bourgeois. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait que faire à la place, une fois qu'on a fait ça? Les anarchistes, eux, pensent qu'il faut abolir l'État. Ça découle de la vision anarchiste, selon laquelle l'État, en soi, serait, dans l'absolu, la source de l'oppression et de l'exploitation. Donc l'émancipation des travailleurs devrait commencer par la destruction de l'État. Mais c'est là qu'à nouveau, on doit être matérialiste. Qu'est-ce que ça veut dire abolir l'État, concrètement? Ça ne peut pas se décréter juste comme ça. Comme on a dit, l'État, il répond à une exigence matérielle du point de vue de la bourgeoisie. Il s'agit pour elle d'assurer sa domination sur la classe ouvrière. Comme j'ai dit, l'État, il émerge du conflit de classes aux intérêts opposés. C'est pas quelque chose d'arbitraire. Si demain, imaginons, de manière un peu abstraite, mais imaginons, demain, il n'y a plus d'État capitaliste, mais par contre, le capitalisme existe toujours, la propriété privée des moyens de production existe toujours. Il n'y a plus d'appareil, mais il n'y a plus d'appareil répressif, il n'y a plus d'État bourgeois. Mais la première chose que ferait la bourgeoisie, ce serait de reconstituer cet appareil coercitif, en recrutant des mercenaires, des milices privées, ce genre de choses, pour aller casser, pour aller faire le coup de force. Il y a un tas d'exemples là-dessus sur comment la bourgeoisie peut s'organiser en dehors du cadre public. On comprend que c'est pas l'État la source du problème, mais c'est la domination de classe économique de la bourgeoisie, et donc en définitive la société de classe elle-même. D'où la conclusion, il faut en finir avec le capitalisme lui-même. Mais là aussi, on ne peut pas se contenter de décréter la fin du capitalisme, elle doit être imposée par la force et par la coercition. C'est pour ça que la destruction de l'État capitaliste, il faut détruire l'État capitaliste et il faut le remplacer par un État ouvrier qui puisse, le seul à même, qui soit à même d'imposer cette coercition et d'imposer la fin du capitalisme. C'est-à-dire l'État ouvrier, le prolétariat, donc les travailleurs, l'ensemble des travailleurs, la classe ouvrière, organisée, armée, pour imposer cette coercition et pour imposer sa domination à la bourgeoisie. Et ça, c'est pas arbitraire, hein. C'est ce qui se passe dans tous les processus révolutionnaires, justement. Les travailleurs commencent à s'organiser pour eux-mêmes, créent leurs propres institutions, des comités d'usine, des milices ouvrières, mettent en place le contrôle ouvrier, etc. Et donc une révolution, elle ne met pas fin au capitalisme immédiatement, pas du tout. En réalité, le premier effet d'une révolution, la première étape, c'est imposer à la place de l'État bourgeois, qui doit être détruit, un État ouvrier. C'est ce que Marx qualifie la dictature du prolétariat, vous savez. Donc bien sûr, la dictature, au sens où il l'entendait, avait une autre connotation que maintenant, c'était dans le sens d'un pouvoir spécial, temporaire, exercé systématiquement d'une classe sur une autre. De ce point de vue, on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est la dictature de la bourgeoisie, si vous voulez. Bref. On arrive à cette situation, donc, où la révolution a pu détruire l'État bourgeois et a donné lieu à un État ouvrier
Donc autrement dit, comme vous l'avez compris, un outil de domination d'une classe sur une autre, mais pour la première fois, c'est un État d'un type particulier. Pourquoi? Parce que c'est un outil de la classe majoritaire sur la classe minoritaire. C'est pour ça que Engels qualifie cet État de demi-État. Et c'est ce que Lénine résume dans l'État et la Révolution. Il s'agit de la démocratie pour l'immense majorité du peuple et la répression par la force, c'est-à-dire l'exclusion de la démocratie pour les exploiteurs, les oppresseurs du peuple. Telle est la modification que subit la démocratie lors de la transition du capitalisme au communisme. Pensez-y, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ce stade, la majorité dominerait la minorité. Donc plus besoin à terme d'entretenir des coûteux détachements spéciaux d'hommes armés, et puis la bureaucratie pour le faire fonctionner. Autrement dit, un appareil spécial détaché de la population, c'est les travailleurs eux-mêmes qui géreraient les problèmes de manière les problèmes individuels sans difficulté, puisqu'ils auraient le nombre avec eux et l'organisation avec leurs propres institutions. Il n'y a pas besoin d'un appareil à part. Alors quelles sont les caractéristiques fondamentales de cet outil ouvrier? Là encore, Marx il cherche des éléments de réponse dans l'expérience réelle du mouvement ouvrier, en l'occurrence dans la Commune de Paris, et des structures qu'elle a mis en place. Et ce qu'on observe, suppression de l'armée permanente, remplacée par le peuple en armes. Électivité et révocabilité complète de tous les fonctionnaires à tout moment. Rémunération de ceux-ci au niveau de celle d'un ouvrier qualifié. Ça, c'est des mesures basiques, mais observez qui changent fondamentalement la nature des institutions. D'un coup, ça rend caduque la possibilité de carriérisme, d'enrichissement personnel sur la base de la simple participation des fonctionnaires à l'État, ce qui est totalement le cas sous le capitalisme, comme j'en ai parlé. Et puis aussi, il n'y a plus de détachement spécial d'hommes armés distinct de la population qui puisse réprimer la majorité. Très important aussi. Et donc, j'en finis avec quel est le rôle de cet État ouvrier? Premièrement, empêcher toute tentative de la bourgeoisie de revenir au pouvoir, ce qui va arriver inévitablement. Elle va tenter d'organiser la contre-révolution et tenter de s'armer pour ça. Donc désarmer systématiquement la bourgeoisie, ne pas rester les bras croisés face à la tentative de contre-révolution. Mettre en place ensuite les mesures politiques, économiques qui, peu à peu, vont réduire à néant la propriété privée capitaliste, à lui arracher des pans de proche en proche, comme par exemple après la prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie. Il y avait encore beaucoup de capitalisme, notamment petits bourgeois, paysans. Les bolcheviks ont mis en place des grandes fermes collectivisées, tout en laissant aux petits paysans la possibilité de conserver l'exploitation de leurs propres terres, mais petit à petit, ces grandes fermes devaient devenir le modèle majoritaire et s'imposer sur la petite propriété privée. Et puis aussi, et ça va avec de toute façon les mesures économiques, nationaliser les grands pans de l'économie, mettre en place le contrôle ouvrier, il y a des conseils, des comités d'usine, pour gérer démocratiquement l'économie et la production de façon planifiée. Et ainsi mettre en place les bases d'une véritable démocratie qui ne s'arrête pas à la porte de l'usine, qui pourra mettre enfin en place la base économique pour satisfaire les besoins de tout le monde, et non pas une production dirigée pour les profits de quelques-uns. Et c'est ça le rôle historique de l'État ouvrier, mettre en place toutes ces tâches. De cette manière, les classes sociales commenceront à disparaître, avec la disparition progressive de la propriété privée, des moyens de production. Et donc ce demi-État ouvrier commencera lui-même à disparaître parce que sa base matérielle de son existence, la nécessité de la domination d'une classe sur une autre, elle-même disparaîtra, il n'y aura pas de classe sociale à dominer. Et seulement sur cette base-là, l'humanité pourra réellement commencer à libérer son plein potentiel, libérer de la recherche du profit capitaliste, la production pourra être découplée aussi et rationalisée dans les domaines de la santé, pour la production alimentaire, pour satisfaire les besoins de tous et toutes. On sera débarrassé des recherches de profit dans la production, donc les gains de productivité pourront permettre de faire baisser le temps de travail indéfiniment, de manière significative. Débarrasser de la concurrence, du besoin, on pourra mettre en place, permettre à l'ensemble de l'humanité d'accéder à la culture, de participer à la vie politique, aux décisions de l'organisation sociale. Seulement sur cette base, les oppressions, les guerres disparaîtront, et ce qui permettra à l'humanité d'atteindre une réelle émancipation, et ainsi l'humanité aura construit une véritable société communiste. Je vous remercie.